que les jeunes se préparent à être une alternative crédible. Je vous remercie. On ne peut parler des objectifs d'un mouvement sans toutefois parler de comment nous l'avons créé, pourquoi nous l'avons créé et de ce que nous attendons de toute la population ivoirienne. Premièrement, il est prépondérant de savoir que depuis 2000, je peux dire 99 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a perdu beaucoup dans les crises. Vous voyez, chers frères, 20 ans dans la vie d'une nation, c'est insignifiant, ce n'est rien. Mais 20 ans dans la vie d'une personne, c'est une éternité. Alors, nous avons constaté que chaque temps d'élection représentait ou représente une psychose, un temps de crise, tout le monde a peur. Et nous sommes allés à l'école. Nos parents nous ont éduqués. Ils ont dépensé sur nous, ils attendent des retours. Et ce que j'ai constaté, c'est que nous, ce qui nos parents ont dépensé, c'est nous qui sommes toujours dans les rues. C'est nous qui vendons nos rêves à ceux qui vivent déjà le leur. C'est-à-dire quoi? Pour des objectifs ou pour des intérêts personnels. Un groupe de jeunes appelle à l'insurrection contre un autre groupe de jeunes. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas partagée en deux idéologies. Il y a la droite, il y a la gauche, mais il y a aussi ceux-là qui ne sont ni de gauche ni de droite, mais qui sont pro-Côte d'Ivoire. Et moi, je m'inscris dans cette ligne-là pour dire que demain commence maintenant et demain appartient à la jeunesse. Nous nous sommes levés un matin, et mes amis et moi, pour celui qui a un véhicule, pour celui qui a du carburant, pour celui qui a un peu de sous, nous sommes levés de façon consciente. Et depuis 10 ans environ, nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire. Nous avons pris nos propres moyens. Je dis bien, je le dis et je le répète, sans financement extérieur, sans parrainage politique, nous nous sommes levés, nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et dans toutes les villes et les contrées que nous avons visitées, nous avons installé des bases, des sections et des coordinations. Aujourd'hui, il n'y a pas une ville où on ne parle pas du MNRP, le Mouvement National pour la Réconciliation et la Paix. Nous sommes invités sur les plateaux de télé, nous menons des activités de grande envergure, des activités socio-culturelles, nous sommes aussi dans le social. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous menons des campagnes de sensibilisation de grande envergure, tout en formant les jeunes au bon sens du civisme. Voilà un peu ce qui entoure nos activités. Mais il faudrait remarquer que dans ces activités-là, l'option politique politicienne est exclue. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Demain commence maintenant et demain appartient à la jeunesse n'est pas un slogan fortuit. Il faut savoir que le cycle normal de la rotation des générations, que demain, qu'on le veuille ou pas, ce sont les jeunes qui auront entre leurs mains la destinée de ce pays. Que ce soit au plan politique, au plan social, au plan culturel, sur tous les plans. Vous voyez, Didier Drogba était phare de l'équipe nationale avec les Kolo Touré et tout cela. Mais aujourd'hui, on parle d'Adingra. Demain, on ne parlera plus d'Adingra. Même si bien qu'il soit vivant, mais il va faire la passe à d'autres enfants encore, nos enfants. Donc c'est de cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons. Une Côte d'Ivoire dont la succession se passe sans problème, sans risque. Didier Drogba n'a pas confisqué le brassard parce qu'il sait que demain appartient à une autre génération. Et c'est cette image footballistique que je viens de prendre que nous voulons transmettre et transposer dans le monde politique. La Côte d'Ivoire, depuis qu'elle est, n'a jamais connu de succession, c'est-à-dire de passation de flambeau dans les normes ou dans les règles de l'art. Et ça nous fait mal. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire où le président sortant embrasse le président entrant. Nous n'avons jamais vu ça. Nous sommes nés. Et tous les jours, lorsqu'un président doit prendre un fauteuil, ce fauteuil est toujours brûlant. Nous disons non à cela. C'est pourquoi nous, jeunes, qui sommes appelés à être un jour aux instances supérieures de ce pays, nous, les jeunes qui sommes appelés un jour à diriger ce pays, nous devons dès maintenant prendre notre bâton de pèlerin. Et c'est à cela que j'appelle et j'interpelle tous les jeunes de Côte d'Ivoire, en leur disant, les frères, comme dans notre jargon ivoirien, les gars,
Demain commence maintenant et demain nous appartient. Ce qu'il faut comprendre, tout projet a des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. La paix, c'est comme l'amour. La recherche de la paix, c'est comme l'amour. Cela se fait de façon perpétuelle. Je vous prends le cas du Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les assises. Il y a des colloques, il y a des séminaires sur la réconciliation et la paix. Mais on sait déjà que c'est un pays qui a déjà tourné la page. Mais pourquoi au sein de ce pays, il y a encore des institutions ou des directions qui s'occupent du problème de la réconciliation? Retournons en Côte d'Ivoire. Nous pouvons dire qu'il y a un grand pas. Le président Laurent Gbagbo est rentré, le président Blé Goudé est rentré. Tous ceux qui sont en négociation avec le gouvernement, ils font des négociations à l'africaine. Ils entrent. Et il y a eu, moi c'est l'image qui m'a le plus touché. Vous voyez, en 2010, il y avait un groupe de jeunes qui se disaient pro Gbagbo, un groupe de jeunes qui se disaient pro Ado. Mais c'est ces deux groupes-là qui se sont affrontés. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une remarque claire parce que nous touchons les réalités sur le terrain. Une remarque très claire. Allez-y à Yaoséi, Yopougon par exemple. Je prends le cas de Yopougon. Yaoséi et Doucouré. Il y a un goudron qui sépare ces deux quartiers. Mais depuis la crise jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles qui ne se parlent plus, qui ne peuvent plus se rencontrer, qui ne peuvent plus manger ensemble du fait de la politique. Mais ceux pour qui nous nous sommes battus, ceux pour qui nous nous détestons jusqu'à aujourd'hui, mais ils se voient quand ils veulent. Gbagbo et Ouattara se voient. Ils ont une photo. Ils ont des photos ensemble. Ils mangent ensemble. Ils boivent ensemble. Mais pourquoi nous n'avons pas cette opportunité? Et pourquoi nous ne pouvons pas créer cette lucane-là pour nous aussi manger ensemble et boire ensemble? C'est là que se trouve le piège. Et je vais dire à la jeunesse ivoirienne, ne vendons pas nos rêves à ceux qui vivent déjà les leurs. Ceux pour qui nous nous tuons dans les rues, lorsque nous finissons de nous entretuer, ils boivent le vin ensemble. Ils mangent ensemble. Pendant que moi, je ne peux pas m'amuser avec mon frère Koné. Pourquoi? Je suis Loba. Alors, mon mouvement que j'ai aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai refusé tout apport politique à ce mouvement. Et ce mouvement que nous gérons aujourd'hui, je suis le président, je suis Michael Loba. Loba, c'est du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, je suis BT. Mais mon vice-président direct, le premier vice-président, c'est un Keïta. Il est d'où? Le secrétaire général, c'est un Kofi Raoul, docteur Kofi Raoul que vous connaissez bien. Il est du centre. Mais c'est pour dire, c'est ce système éclectique-là que nous avons mis en place. Et pour vous dire, aujourd'hui, les politiques ont, excusez-moi de l'expression, ont emprisonné la réconciliation. Et la réconciliation est circonstancialisée, si vous me permettez cette expression. Lorsqu'ils sont en bonne santé, lorsqu'ils ont envie de rire, donc le peuple aussi doit rire. Lorsqu'ils aussi ils n'ont plus envie de rire, le peuple doit pleurer. Non! Les alliances se font et les alliances se défont en fonction des intérêts peut-être personnels ou des personnes sociales. Mais il me fait le plus mal. Lorsque le président Laurent Gbagbo a lancé son parti, le PPACI, j'ai eu mal, j'ai compris que mais les gens jouent avec nous. Adama Bictogo, qui est le président de l'Assemblée nationale, il a été invité à la tribune du PPACI et a pris la parole au nom du président Alassane Ouattara. Vous comprenez un peu l'image. Mais c'est pour ces gens-là que nous nous battons. Les jeunes, ouvrez les yeux. Deuxièmement, lorsque Bictogo a présenté sa candidature pour être président de l'Assemblée nationale, il a été soutenu par tous ses adversaires. Mais de qui se moque-t-on? Mais les jeunes, j'ai mal. Quand je vois des jeunes aujourd'hui, moi je suis, excusez-moi de l'expression, gore, qui signifie Gbagbo ou rien. Donc si Gbagbo n'est plus là demain, donc pour toi ça arrête là. Il y a d'autres qui disent le mouton d'ado, excusez, c'est pas moi qui le dis, ce sont les expressions que nous entendons sur les réseaux sociaux. Mais si tu es le mouton d'ado, si le berger n'est plus là demain, toi qui va te diriger? Que les jeunes se préparent à être une alternative crédible. Mon mouvement est basé sur le respect des institutions de la République. Vous le savez. Et partout où je passe, je prends le respect des lois. Le respect de tout ce qui est constitutionnel. Sur ce sujet très pertinent, en ce qui concerne la candidature
du président Laurent Gbagbo, du président Blé Goudé. Mais quand vous tournez, c'est vrai, il y a l'aspect juridique qui est positionné, c'est clair. C'est juridiquement, c'est-à-dire institutionnellement parlant, mais constitutionnellement parlant, selon mes convictions constitutionnelles, il n'y a pas de débat. La loi les écarte. Mais en dehors de cela, Laurent Gbagbo était condamné lorsqu'il rentrait au pays. Il était condamné. Mais quand il est rentré, la justice ne l'a pas poursuivi. Ils n'ont pas mis derrière le barreau, ils n'ont pas attaché. Ce qui veut dire que derrière un règlement juridique se trouvent des arrangements politiques. De la même manière, ils se sont arrangés. Moi, je le parle, je le dis clairement. De la même manière, ils se sont arrangés pour nous diviser. Et nous nous arrangeons aujourd'hui, nous faisons l'effort pour pouvoir souder le tissu social déjà fondu. De cette même manière-là, qu'ils s'arrangent de façon politique aussi pour pouvoir trouver une solution. Mais c'est-à-dire, moi, en tant que maintenant citoyen lambda, en tant que partisan du père, si cela doit enrhumer la population, nous lançons un clin d'œil au président Alassane Ouattara de véritablement appeler son frère Gbagbo, ou nous appelons le frère Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, d'aller vers son frère Alassane Ouattara, et puis ils vont s'enfermer dans une chambre, ils vont parler, ils vont se mettre d'accord. Quand ils vont finir, ils ouvrent la porte, ils viennent et puis nous donnent maintenant le résultat. Moi, je pense que s'ils le font, ils ont déjà vu une fois, ils ont déjà vu deux fois, ils ont déjà vu plusieurs fois. Ils mangent ensemble. Mais quelqu'un avec qui je partage un verre, mais je peux lui dire tout, il peut me dire tout. Et puis je pense qu'avec ça, ça peut apaiser les tensions. Donc à ce niveau-là, je pense que les hommes politiques trouvent des consensus politiques. Mais si, je reviens, je rebondis, si ça ne marche pas, je le répète, notre souhait c'est que tout le monde soit inscrit, pour que tout le monde soit inscrit, pour que après ces élections, il n'y ait pas de rancœur, de rancune. C'est ce que l'ambassadeur du peuple dit. Mais tout en passant par la voie juridique, car la voie juridique ouvre une lucarne, ce qu'on appelle la voie amnistique, la loi de l'amnistie, pour pouvoir véritablement trouver une solution à ce problème. Mais si cela, toutefois, si cela échouait, moi je vais demander aux jeunes de Côte d'Ivoire de ne pas chercher à se déverser dans les rues pour qui que ce soit. Au PPACI, il y a également beaucoup de cerveaux. Au SCOGEP, et j'ai déjà compris la démarche du président Charles Blé Goudé, il sait qu'il est dans cette démarche-là. Quand il dit, parce que nous sommes tous allés à l'école, quand il dit un mot, il dit 2025 ne suffira pas sans nous, il ne dit pas sans moi. Donc déjà, il n'a pas personnalisé ou personnifié son combat, il a idéologiquement positionné ses pensées. Et ça me plaît déjà. Et tout parti politique a un plan B, a un plan A. Alors, le PPACI de leur côté également, après ces négociations que nous avons prônées, nous avons proposées, si ça ne marche pas, qu'il y ait aussi le plan B. Qu'on dise 2025 ne se passe pas sans eux et non pas sans Laurent Gbagbo. Est-ce que je pense qu'on se comprend. Voilà. Le mot redouté est trop fort. J'ai confiance en la jeunesse ivoirienne. Et je le dis, si 2025 ressemble à 2010, c'est que le MNF n'a pas travaillé sur le terrain. C'est que toutes ces entités qui travaillent dans le domaine de la paix et de la réconciliation n'ont pas beaucoup travaillé. Mais je crois en la jeunesse ivoirienne. Je sais, et j'entends ça et là, et partout dans toute ma tournée nationale, je sais que les jeunes ne sont plus prêts à revivre 2010. Mais ça va sentir un peu pareil. Mais ça ne sera pas pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va sentir un peu pareil, mais ça ne sera pas pareil. Verbalement, déjà, le match se fait verbalement. Et nous prions Dieu que ça reste verbal. Parce que la politique, c'est ça, c'est une guerre d'idées. Et non pas une guerre physique avec des armes. Mais c'est ce que nous voulons en Côte d'Ivoire. Et le débat que nous n'ayez pas peur de ce débat qui se passe actuellement. Mais en France, lorsque Mélenchon traite Sarkozy de petits bandits, de petits roublards, mais Sarkozy aussi lance sa bombe. Mais jamais les Français pour cela n'ont pris des armes. Mais que ce soit pareil en Côte d'Ivoire, en Afrique. Donc lorsque je dis par exemple, le ministre Bakongo dit que Blé Goudé avec nous figure comme au propre, et que Blé Goudé se lève pour dire qu'il le traiter de menteur et qu'il veut se dire, mais c'est de bonne guerre, c'est la véritable politique. Et c'est ce que nous voulons en Côte d'Ivoire. Mais nous ne voulons plus des armes. C'est ça. Et avant 2025, je vous le dis, faites-nous confiance, nous allons refaire le tour de la Côte d'Ivoire.
Et je pense qu'en 2010, il y a eu des milliers de morts. En 2020, on a eu moins de 100 morts. Ce qui veut dire que, c'est vrai, je ne minimise pas, ces pertes en vies humaines, mais nous travaillons sur le terrain pour que, véritablement, on soit à 0 mort. Et chaque élection doit maintenant être un moment festif pour la jeunesse ivoirienne, comme cela se fait au Sénégal, comme cela se fait au Ghana, hein, juste nos voisins d'à côté. Et nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse qui n'est plus en amont et en aval de toutes les crises. Une jeunesse qui est capable de dire non, ça suffit. Lorsque notre pays n'est pas éligible, il faut un jeune qu'on puisse choisir pour poursuivre le rêve de ce candidat. C'est clair. D'abord, je me concentre sur mon travail. Il faut dire que le travail que nous sommes en train de faire est tellement périlleux, tellement difficile. Il serait véritablement prétentieux de dire que c'est facile, mais il serait aussi lâche de dire que c'est difficile. Alors, nous travaillons à assainir le climat politique. Nous travaillons à assainir le climat politique. Un jour, la Côte d'Ivoire nous sera gré. Nous ne sommes pas dans les précipitations inutiles, mais un jour, la Côte d'Ivoire nous sera gré. Je vous fais une confidence. Un moment de la vie de la Côte d'Ivoire, et vous pouvez noter, c'est comme une prophétie que je vous donne. À un moment donné de la vie de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens auront besoin de leurs enfants qui, à un moment du passé ou du temps présent, ont donné de leur intellect, de leurs moyens, de leur temps, de leur corps, de leur volonté pour stabiliser ce pays. Un moment viendra où les Ivoiriens vont se pencher sur le programme politique. Un moment viendra où les jeunes Ivoiriens se pencheront sur l'idéologie politique. Un moment viendra où ces histoires de personnes, d'entités vont disparaître. Mais la question que les Ivoiriens vont se poser, c'est que proposez-vous pour la Côte d'Ivoire? Et lorsque nous allons arriver à ce niveau, lorsque nous allons arriver à ce thème, vous comprendrez que la Côte d'Ivoire nous sera gré un jour. Pour nous, que la Côte d'Ivoire soit en bonne santé, que les Ivoiriens vaquent à leurs occupations, que chacun, celui qui fait les affaires, puisse faire ses affaires. On ne veut plus de guerre, on ne veut plus de crise, on est fatigué. Je le répète et je le dis clairement, on est fatigué. Je vais répondre à cette question, pas en tant que président du mouvement. Là, je ne voudrais pas qu'on catégorise les choses. Je ne voudrais pas qu'on priorise l'image du leader, mais en tant que simple citoyen de la vie ivoirienne, en tant que simple citoyen qui va au marché, qui a des enfants à scolariser, qui a sa maison, qui a ses besoins à nourrir. Mais qui parmi vous, mais vous-même, monsieur le journaliste qui me posez cette question, quand le prix du sucre augmente, vous êtes content? C'est des questions même qu'on ne doit même pas poser. Je ne suis pas, comme je le dis, un béni oui-oui. Mais ma facture d'électricité, avec les mêmes appareils, avec tout ce que j'avais, je n'ai pas changé. Peut-être même que j'ai diminué. Mais dans 3 mois, je vois que ça augmente encore. Qui est content de quelque chose qui est cher? Il y a parlé français des Ivoiriens maintenant, c'est clair. Qui aime quand c'est cher? Personne. Personne n'aime ce qui est cher. Personne n'aime ce qui est difficile. Qui aime la vie difficile? Ça, c'est le citoyen qui parle, ce n'est pas le leader. Et je vais préciser encore, je réponds à cette question en tant que citoyen lambda et non pas en tant que leader d'un mouvement de paix. La paix, maintenant, dans le ventre. Notre président Houphouët-Boigny disait, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. C'est-à-dire un homme qui a faim n'est pas un homme en paix. Donc, accepter que les choses augmentent, c'est tout à fait normal. Ça, c'est le sentiment du citoyen. Maintenant, au gouvernement, quand on est candidat ou quand on gère un pays, mais c'est tout à fait normal que tout le monde les accuse. Moi, je voulais dire aussi, c'est de bonne guerre que la population se lève pour dire que les choses sont chères. Hier, j'ai payé cette bouteille d'eau à 300 francs. Aujourd'hui, je viens m'asseoir là. J'ai prévu mes 300 francs dans ma poche. Je m'assois, on dit c'est 500 francs. Mon frère, c'est pas la honte qui est là. C'est pour éviter cette honte-là. C'est clair. Et c'est une guerre psychologique. Je reviens encore là-dessus. Et moi, je n'ai rien à conseiller au gouvernement, je n'ai rien à leur dire de comment travailler. Mais je peux plaider en tant que citoyen, président, gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce que je peux dire,
que votre politique sociale soit encore plus aiguisée. Que votre politique sociale soit encore plus aiguisée. Pour que demain, la population puisse véritablement sentir le travail que, le beau travail que vous abattez. C'est vrai, on voit les routes, on voit des ponts et tout. Mais quand on passe sur ces routes-là, sur ces ponts qu'on a le vertige, on va se pendre, ou on va tomber. Mais nous c'est une doléance que nous faisons au gouvernement, donc de véritablement faire des concessions pour que la population ou le développement se sente aussi dans le panier de la ménagère. Mais en tant que citoyen ou membre de la société civile, je ne suis pas là pour fustiger. Maintenant, s'il y a des propositions à faire, ça c'est dans une autre lucane. Parce que nous sommes aussi, comme je vais dire, l'alternative de ce pays. Nous voulons que le président ou le gouvernement actuel accentue sa politique sociale. Voilà, c'est possible, comme le président disait, un Ivoirien, un toit. Mais c'est une politique qui est possible. C'est une politique qui est possible. Et quand on parle aussi des denrées alimentaires, c'est aussi possible. Si au niveau de l'agriculture, le ministère libère les fonds qu'il faut pour qu'une production nationale, c'est-à-dire interne, élevée, le taux d'importation de riz va baisser. Et quand ça baisse, que nous consommons local, il n'y a plus de taxes douanières, il n'y a plus, comment dirais-je, le coût de transport, tout ce qui est un additif sur le coût de nos denrées de première nécessité va sauter. Et le riz deviendra cher. En tant que bon bêté, j'aime manger le riz. Et c'est notre, comme je vais dire, repas de base. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple sur le riz. Donc le ministre de l'Agriculture peut travailler sur ce plan. Les étudiants de l'INFPA, de l'Institut national de formation agricole, qui étaient en grève, qui ont une formation mais qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas mis, comment dirais-je, en fonction. Mais on peut utiliser ces jeunes-là, on peut utiliser ces diplômés, ces jeunes formés pour travailler dans le domaine de l'agriculture. C'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Ils ont été formés, ils sont sur le carreau, ils grèvent pour avoir un poste à la fonction publique. Mais il faut créer des cultures nationales, des plantations nationales, des sociétés nationales de culture d'agriculture pour pouvoir véritablement stabiliser la distribution des produits de première nécessité. Je ne comprends pas pourquoi les choses sont chères pendant qu'il y a la route maintenant. Vous voyez un peu, le gouvernement doit se pencher là-dessus. Ça, c'est une proposition que je fais. Je n'ai pas dit que le gouvernement travaille mal. Il faudrait que ce soit clair pour les gouvernements d'aujourd'hui. Oui, je n'ai pas dit cela, mais je dois proposer en tant que jeune intellectuel de ce pays. Et c'est ce que je dis, que le gouvernement aussi se penche sur ce côté. Okay. Ce qu'il faut retenir de ce mouvement, c'est un mouvement purement indépendant, un mouvement purement autonome, de jeunes qui, à un moment donné de la vie ivoirienne, ont pris leur destin entre leurs mains et ont essayé de porter leur pierre, d'apporter leur pierre à l'édifice du développement ivoirien. Nous voulons participer à cette édification-là. Et ce que les gens doivent aussi savoir, et je le dis purement à la jeunesse, aujourd'hui, les gouvernements passent, les hommes, les leaders, les gouvernants se succèdent, les régimes se changent, mais la Côte d'Ivoire demeure. Arrangeons-nous pour ne pas écorcher cette Côte d'Ivoire, qui est notre seul patrimoine. Je viens du Ghana comme ça, j'étais mal à l'aise. Bien qu'étant dans toutes les conditions, dans un hôtel vraiment pris en charge par mes partenaires, tout, mais j'étais mal à l'aise. Parce que je ne me sentais pas chez moi en Côte d'Ivoire. J'étais à Tombouctou, j'ai fait Kidal, j'ai fait Gao, j'ai fait toujours dans le centre de la paix, j'ai fait Bamako, où j'ai même organisé le forum ivoiro-malien pour la réconciliation, le vivre ensemble et la paix. Lorsque les 49 soldats étaient au Mali, vous voyez, pour une jeunesse qui veut travailler consciencieusement, elle ne lance pas toujours des pics. Nous proposons. Je suis allé proposer au Mali et je suis revenu. En Côte d'Ivoire également, j'ai organisé ce grand forum-là, au plateau, et toute la presse était présente. Et tout le monde était là. Et en ce moment précis-là, nous avons invité tous les leaders de jeunesse malienne, les leaders de jeunesse ivoirienne, et nous avons lancé un mot qui est de dire faisons confiance à la diplomatie africaine.
Et on a fait confiance à la diplomatie africaine. Lorsque les jeunes Maliens appelaient à boycotter les activités des Ivoiriens, lorsque les Ivoiriens aussi appelaient à boycotter les activités des Maliens. Mais vous oubliez que demain, ceux pour qui nous lançons ces mots d'ordre-là, ils ne seront plus là. Et les relations que ces personnes vont lancer auront des répercussions sur les relations futures que la Côte d'Ivoire et le Mali auront. Mais dans le futur, là, qui va diriger la Côte d'Ivoire, nous voulons hériter d'une relation pourrie. Je dis non à cela. C'est ce genre d'action que nous menons. Et à la sortie de cette activité, mais vous avez vu que les Maliens ont embrassé les Ivoiriens ont embrassé les Maliens. Et de façon bien, nous avons passé dans toutes les communautés et lancé cet appel. Donc ce mouvement est un mouvement du présent et un mouvement d'avenir. Et nous demandons à toute la jeunesse ivoirienne et à toute la population ivoirienne d'y adhérer. Parce que nous prenons des valeurs de paix, de réconciliation, surtout au respect des institutions de la République, mais également à l'éveil de conscience de la jeunesse. Si un jeune a une vision, il va se donner les moyens pour atteindre ses objectifs et non pas les moyens pour pouvoir vivre dans l'objectif de quelqu'un d'autre. Pour terminer, je voudrais aussi lancer un message à la classe politique. Je vais parler à nos dévanciers. Avant eux, il y avait une Côte d'Ivoire qui avait été laissée par Feu Félix Houphouët-Boigny en bonne santé. Cette Côte d'Ivoire a été léguée. Qu'ont-ils fait de cette Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire de demain. Mais j'ai confiance aussi parce qu'il y a une jeunesse qui en éveille. Ce message que je lance aux politiques, c'est de s'entendre, de penser à nous, de penser à quelle Côte d'Ivoire ils vont nous laisser avant de partir. J'ai mal quand je vois que le président Bédié est parti sans s'entendre avec son petit frère. Ils étaient en discorde, il est parti. Qui sait le tout de qui? On ne sait-on jamais. Je ne voudrais pas que nos hommes politiques quittent la Côte d'Ivoire, quittent ce monde avec des guéguerres, des haines. Je suis heureux quand je vais au Nigeria, je vois l'ex-président avec l'actuel président, non, les trois même, sur une même table. Je les vois en vie. Quand tu vas au Ghana, je vois tout ça. L'Ivoirien est mieux aimé que chez soi. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait la sous-région entière. L'Ivoirien n'est mieux aimé ailleurs que chez soi, que chez lui. Que nos pères politiques pensent à nous dans les prises de décision. Houphouët ne leur a pas laissé une Côte d'Ivoire estropiée. Donc il ne nous laisse pas une Côte d'Ivoire sans membres. C'est sur cela que je voudrais chuter. Merci.